Je vous propose de voir dans cette nouvelle série de vidéos la composition des images, donc de quitter un petit peu la technique pour parler de ce qui fait vraiment la photographie en soi, cette composition et notamment quelques règles de composition qu'on va voir ensemble. Avant de passer à la pratique et à l'analyse de quelques photos prises lors du voyage en mois de juin 2016 au Canada, un petit peu de théorie avec quelques informations concernant la composition. Alors déjà, ce qui est important de voir, c'est que l'image, la photographie se fait à l'intérieur d'un cadre. Donc dans nos civilisations occidentales, le cadre est pensé comme une fenêtre par laquelle on voit le monde. Et donc ce cadre est majoritairement rectangulaire, même s'il peut être parfois carré ou d'autres formes de format. Ce cadre rectangulaire horizontal est le plus souvent employé. Il est synonyme de calme, de distance. Et c'est le format que j'ai choisi d'utiliser le plus souvent lors du voyage, notamment au ratio 16/9, qui correspondra parfaitement ici pour la vidéo, puisque les vidéos sont dans ce format-là la plupart du temps. Alors c'est quoi la composition? C'est l'organisation de l'espace à l'intérieur de ce cadre photographique. On va voir souvent qu'il y a une organisation spatiale et temporelle, à savoir que si on prend un rectangle et qu'on le divise en deux, tout ce qui est à gauche du rectangle sera plutôt le passé, tout ce qui est à droite représentera plutôt le futur. Et c'est important à comprendre pour notamment lorsqu'on met un personnage à gauche ou à droite, le regard du personnage donc sera tourné vers le passé ou vers le futur. Donc nous avons une diagonale de rapprochement du coin supérieur droit vers le coin inférieur gauche et une diagonale d'éloignement du coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit. Si on divise cette fois-ci le rectangle par un axe horizontal, cela sépare l'image entre la terre et le ciel, de façon assez classique pour les photos de paysage, mais aussi on dit que cette séparation-là, c'est une séparation plutôt au niveau de la matérialité, au niveau donc de la partie basse, et la spiritualité, la partie haute. Une des compositions les plus classiques et les plus employées, c'est la composition qu'on appelle la règle des tiers. On peut découper l'image en 4 lignes situées environ au tiers de l'image, donc proche du nombre d'or. On reviendra sûrement au cours d'une prochaine vidéo sur cette notion de nombre d'or. Et ces lignes qui séparent donc notre cadre sont appelées des lignes de force. Les intersections de ces lignes sont les points de force. On va essayer de positionner les points les plus importants de notre image sur ces zones de force, sur ces points de force, afin de donner plus d'efficacité, de dynamisme à la photo. Alors, souvent, on va employer un petit peu la lumière, la couleur, pour pouvoir faire des séparations esthétiques, mais pas seulement. Ça va aussi ça va induire un sens particulier à la lecture de l'image. On va voir ça au cours de l'analyse. On peut également, bien entendu, utiliser la mise au point et donc les flous, notamment d'arrière-plan, pour pouvoir faire ressortir le sujet principal, comme on peut appuyer les flous de mouvement pour donner une impression de mouvement à notre photo et lui donner plus de dynamisme. Une autre possibilité également en termes de composition, c'est l'angle de vue qu'on va employer. Donc si on se met au niveau de la personne ou au niveau de l'objet, on a un angle de vue qui est synonyme d'objectivité, c'est équivalent au regard du spectateur, alors que si on place notre appareil en plongée, l'appareil placé au-dessus, le sujet sera écrasé, alors que si on place l'appareil photo en dessous, donc là il prend plus d'importance, on appelle ça la contre-plongée. Voilà, après avoir vu donc ces quelques règles théoriques, passons à l'analyse des photos. Donc je vais séparer la vidéo en deux parties. Donc sur une première partie, on va avoir une dizaine de photos, et également dans la seconde partie. On va commencer tout de suite par une première photo, une photo des vélos de Montréal. De ce simple parc à vélos de Montréal, l'idée était de témoigner de la vitalité de la ville par la multiplication des vélos réunis au même endroit. Le choix de la composition s'impose de lui-même. On utilise un grand angle, ici un 28 mm en plein format, pour augmenter la fuite de perspective, renforcée par une grande ouverture. Ici nous sommes en plein soleil, donc il n'y a pas de difficulté pour prendre la photo en petite ouverture et augmenter la profondeur de champ, mais a-t-on vraiment envie que les vélos soient nets du début à la fin? Ça n'a aucun intérêt. En fait, le motif répété est suffisamment clair pour n'avoir pas besoin d'être net du premier plan à l'infini. Au contraire, j'ai choisi une grande ouverture, donc ici f2,
pour que les vélos au loin se confondent et semblent ne jamais s'arrêter. Même chose pour l'angle de vue, les roues, les selles, les guidons sont autant de lignes directrices qui emportent le regard au loin. Le vélo coupé au premier plan participe à donner la sensation que le nombre est infini. J'ai également rempli le cadre par cet angle de vue, d'ailleurs en voyant le triangle qui se forme au sol, qui participe à l'équilibre de la composition, qui est pourtant asymétrique mais équilibré. Je trouve que j'aurais pu pivoter légèrement la photo pour supprimer le triangle en haut, qui n'apporte rien et vient troubler la lecture. Ici, un alignement du haut des vélos avec le bord de la photo aurait peut-être été un plus. Pour cette deuxième photo, on quitte la ville pour la nature canadienne et là-bas les lacs sont aussi nombreux que les prénoms, ils sont foison en ce magnifique pays. Donc il nous va avoir une série de 3 photos pour rendre grâce à un endroit qui ne paye pas de mine au départ mais qui restera comme une excellente surprise. Choisi pour les belles photos de l'annonce, cette étape de Lyndhurst, petite ville au bord d'un lac un peu excentré sur la route de Montréal-Kingston, fut un parfait havre de paix. Alors, y goûter les levées et les couchers de soleil, c'est tombé amoureux de ce petit coin au calme. Du point de vue de la composition, j'ai placé dans les règles des tiers la barque sur le point de force au droit. Même si la composition reste assez simple, il y a aussi une symétrie par le reflet de l'eau de la ligne de la berge, à peine troublée par les algues et les vases à la surface du lac endormi. Les branches les plus hautes en reflet inversé du lac dans le point de force bas gauche peinent à équilibrer la scène, mais la barque de biais ramène un peu au centre dans une fuite cassant la rigidité du reste de l'image. La forte tonalité verte donne une unité de ton, renforcée par la couleur du sujet principal, la barque. Il n'y a finalement que la blancheur de la baraque au fond qui attire un peu trop l'œil. Toujours depuis le bord du lac de Lyndhurst dans cette troisième photo, un lever de soleil. Pour ce paysage assez classique de lever, ou coucher de soleil, j'ai décidé de respecter la règle des tiers. En général, on met 2 tiers de ciel et 1 tiers de sol sous la ligne d'horizon. Ici, je n'ai mis qu'un tiers de ciel car il se reflète dans le lac, figé par la pose longue. Pose longue qui participe au ton pastel en floutant les rares éléments en mouvement comme cette barge échouée au large. La barge ne se trouve pas sur un point de force, mais tout de même sur une ligne de force. La ligne courbe des nuages vient donner du dynamisme à la composition, tout en marquant la démarcation jour-nuit, ton orangé et bleuté du ciel, fidèlement répété sur le miroir d'eau. La ligne d'horizon semble comme écrasée entre ciel et lac, renforcée par le fort contraste lumineux sombre. La barque au premier plan se place au départ ou à la fin de la ligne directrice des nuages. Avec cette 4e photo, on termine la série sur le lac de Lyndhurst par une composition proche et éloignée de la précédente. Nous sommes quelques minutes plus tard, le soleil ne va pas tarder à inonder le ciel de sa rougeur. Toujours une composition classique avec la règle des tiers, mais on accorde plus de place au ciel. La barge, toujours à moitié effacée par la pose longue, n'est plus qu'un point fantomatique dans un paysage qu'on croirait peint. On retrouve les contrastes lumineux sombres, ton chaud, ton froid, la symétrie des reflets, les courbes et volutes des nuages finissent de combler la toile d'une œuvre éphémère, la beauté de mère nature gravée sur l'éternité de la photo. Début d'une série sur les chutes du Niagara. Le lieu est magique, autant dire que j'ai pris de nombreuses photos des chutes. J'en ai sélectionné 3 pour ne pas allonger la vidéo et parce que ces 3-là me semblaient les plus intéressantes à décrire. En premier, une scène assez classique, le bateau qui vous amène au plus près des chutes. La composition est très classique, la sacro-sainte règle des tiers. Ici, le choix est évident, on privilégie le sol aux 2 tiers au détriment du ciel, 1 tiers, de toute façon dépourvu de nuages et d'intérêt. Le sujet, c'est le faible, qui se jette dans un fracas et d'où s'élèvent haut dans le ciel les ambres. J'aurais pu attendre revoir le cadrage pour placer le bateau sur un point de force, mais ici le sujet c'est le bateau dans les chutes. Au point de vue technique, j'ai opté pour une très faible ouverture et des ISO bloqués à 100. L'ouverture pour la plus grande profondeur de champ et un maximum de netteté,
Le deuxième effet, l'augmentation du temps de pose, est aussi obtenue par le second critère, des ISO faibles. La pose longue rend la scène plus laiteuse, un rappel de la sensation de manteau de pluie qui doit se dresser devant nous lors de la visite. On notera la répétition des courbes, celle de la limite terre-eau, celle des filets d'eau marqués de la pose longue, et la courbe du courant comme autant de lignes directrices. D'ailleurs, comment lit-on la photo? De haut en bas, guidé par le sens de l'eau, ou à contre-courant, de bas en haut, en suivant le parcours du bateau. Même pour un sujet aussi fort que les chutes Niagara, il faut se creuser la tête. Il faut savoir que les chutes sont en deux parties. La photo précédente montre la partie canadienne. Toujours depuis le Canada, vous pouvez accéder au toit panoramique d'une tour, la Skyline Tower, et embrasser du regard toute la région. Profitant du soir, la lumière devient plus rasante, plus flatteuse. De même, les ombres marquées me donnent l'occasion d'un clin d'œil sur la rive opposée, la marque nette de la tour où je me trouve. Du point de vue composition, je me répète, mais c'est du classique règle des tiers. Le ciel même plus structuré ne représente qu'un tiers. Ici où on a une vue d'ensemble, on parle de repères, la partie américaine des chutes replacées dans leur contexte, donnant plus clairement leur dimension que si le cadrage avait été plus serré. Dans cette dernière photo sur la magie des chutes Niagara, le site de nuit. À la beauté qu'offre la nature, l'homme ajoute sa touche personnelle. Les couleurs de la nuit sont féeries. Ici, les chutes sont centrées. C'est assez rare pour être noté. On dit qu'on ne doit pas centrer le sujet, mais le sujet est mis en avant par le jeu de lumière, rendant nettement la zone, l'endroit le plus lumineux. Mais partout, les lumières colorées forment un tapis de faux semblants. Le ciel nocturne chargé finit de cadrer la photo. On trouve des lignes directrices évidentes, la courbe du Faible, les chutes. La composition est un peu chargée, mais en même temps difficile d'enlever des éléments sans dénaturer. Comme pour la deuxième photo de Lyndhurst, la partie pris est de faire d'une toile la scène aggravée. Dans cette photographie d'un banal arbre en partie plongé dans les eaux calmes d'un lac, comme il y en a des milliers, je l'aime particulièrement parce que c'est la photo pour l'exercice. Pour dire que l'on peut trouver partout, à tout moment, un sujet photographique. La composition est simple, presque minimaliste. Un arbre sur une verticale de force. C'est la mise au point qui est ici la clé. Du moins, en plaçant l'appareil sur trépied et avec un filtre, j'augmente le temps de pose, floutant les branches légères par le flou de mouvement, ce qui recentre le regard sur le tronc. De même, le temps de pose glace les os, ce qui favorise la vue dégagée sur le tronc. Le centre de l'image est également plus lumineux. Ce contraste clair-sombre, souvent employé, est un ressort banal mais diablement efficace. Ce qui marche aussi, c'est l'unité des tons. Peu de couleurs vives qui mettraient en mal l'équilibre tonal. Même s'il est plus complet, le cadre fermé par le rivage à droite, le ciel, les feuillages floutés en haut et à gauche contribuent à guider le regard. Suivent deux photos de la charmante station de ski du Mont-Tremblant. Cette photo est loin d'être sans reproche. Si elle repose essentiellement sur la perspective, une perspective fuyante, elle est trop chargée. On a du mal à y trouver un sujet. Alors si cela ne saute pas aux yeux tout de suite, le parti pris c'était une composition avec un point de vue proche du sol pour accentuer la perspective au grand angle et mettre en avant les pentes des rues de la station. On va trouver de nombreux triangles du fait des lignes directrices qui convergent vers le centre. On amène le regard au loin par les triangles, par les zones lumineuses, par le fait que celle-ci suit un chemin tout simplement. La composition penche à droite pour que la ligne de séparation du trottoir soit pile au centre. Casser le regard naturel en guidant le lecteur là où on veut le faire aller, c'est aussi le devoir du photographe. Pour finir sur le Mont-Tremblant et cette série de 10 premières photos, une photo qui illustre bien combien les lignes directrices sont captivantes et changent le sens de la lecture. En premier, c'est tout de même la présence des deux personnes qui fait son office. Sans leur présence, déjà la photo peut perdre un peu d'intérêt.
mais en plus on entre dans la photo très différemment. Ici l'être humain l'emporte toujours sur le reste. L'œil est attiré de suite en bas à droite. Il est donc normal que le regard se porte ensuite sur le chemin qui serpente le long du flanc de la montagne. Les ombres portées au sol sont également vecteurs directionnels, tout comme la barrière bleue et le téléphérique. On retrouve un triangle artificiel. Ensuite, le regard va se porter sur la passerelle de bois donnant dans le vide. Voilà, ainsi se termine donc cette première série d'analyse des photos et de la composition. Pour voir, nous avons vu ensemble en fait comment on peut anticiper le regard du spectateur sur notre photo et quels éléments peuvent être utilisés pour ça. C'est toujours important au moment de la prise de vue de penser à ces éléments-là. Bien entendu, tout cela est la plupart du temps plutôt inconscient. On ne pense pas forcément au moment de la prise de vue à tout ça, mais c'est important de le garder dans un coin de son cerveau pour pouvoir justement améliorer ces photos sans l'air d'y avoir touché. On se retrouvera donc très vite pour une deuxième partie d'analyse de ce voyage de juin 2016 au Canada pour voir le reste des photos. En attendant, je vous dis à bientôt.